Voilà, c'est bon. L'enregistrement est mis en place. Alors, j'ai fait cette fois-ci, comment dire, pas une masterclass, un webinaire. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je suis pharmacienne, je travaille avec d'autres organismes de formation et je suis aussi formatrice en vaccination. Donc, le but, c'est pas de vous faire un cours sur la vaccination ou d'être pro-vaccination, mais je sais que parmi certaines d'entre vous et certains d'entre vous, eh bien, vous vous posez des questions par rapport au papillomavirus. Donc, j'ai eu l'idée de faire un petit webinaire à ce sujet-là. Alors, je vous rassure, j'avais mis jusqu'à 22 heures, hormis si vous avez plein de questions. Mais le but là, c'est vraiment de vous donner déjà des directives, des points de repère par rapport à cette pathologie, de vous donner quelques huiles essentielles, mais je serai très light à ce sujet. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de la formation. Et surtout de répondre à vos questions. D'accord? Donc, on fera une session de questions-réponses à la fin via le chat. Donc, comme ça, vous pourrez me poser vos questions par rapport à la thématique du papillomavirus. Alors, première chose, vous savez comment je procède un petit peu pour celles ou ceux qui me connaissent. J'aime bien savoir d'où vous venez, je sais pour certaines d'entre vous, mais qu'est-ce que vous attendez en fait de ce webinaire? Donc, est-ce que c'est plus un côté professionnel de santé parce que vous n'avez pas fait la formation vaccination et qu'il faut faire quelques petits rappels sur le papillomavirus? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes mère ou père de famille et que vous vous posez des questions par rapport à ce papillomavirus? Ou bien encore, vous êtes aromatologue, vous êtes certifié à Doc Pharma et vous dites tiens, moi aussi j'aimerais bien faire du conseil, même si on le verra ici, ça va être assez spécifique. Donc je donnerai des informations spécifiques notamment pour ceux qui seraient pharmaciens notamment. Bonjour Valérie, je te demande juste de couper ta caméra s'il te plaît et ton micro. Mais je vais refaire OK? Voilà. Sinon, je vais avoir des droits d'image et finalement, tu vas me demander de l'argent pour mon replay. On va éviter. OK? Voilà. Donc, vous allez voir que c'est un webinaire qui est assez cool. Le but, c'est pas de vous refaire le virus en long et en large et en travers, mais c'est pour vous parler aussi de mon expérience par rapport à ça, mon expérience de formatrice et pour vous expliquer quels sont les signes, parce qu'il y a des signes quand même qu'on peut voir par rapport au papillomavirus. Alors, donc, je vois que tout le monde est arrivé, ceux qui se connectaient aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu dans quel domaine vous vous situez, puisque je sais aussi qu'il y a des laboratoires qui sont connectés ce soir. Vous êtes 3 ou 3 qui vont regarder le replay. Donc, ça aussi, merci d'être là ce soir. Donc, voilà, quel est votre intérêt? Qu'est-ce que vous voulez savoir pour voir un petit peu dans quelle direction on va se projeter. Donc, je vous invite dans le chat à me dire, voilà, si c'est au niveau perso, si c'est au niveau pro, si c'est par rapport à du conseil en aromathérapie. Donc là, vous regardez dans le petit chat et vous pouvez regarder et vous pouvez me dire exactement si vous êtes professionnel de santé ou particulier. Voilà, donc je vous laisse quelques petites secondes. Après, je peux faire un sondage, mais je trouvais que c'était plus simple de faire comme ça pour ce soir. Est-ce que vous trouvez le chat? Personne ne trouve le chat. Bon, alors je vais faire un petit sondage si c'est... Hop, hop. Ah voilà, vous avez déjà voté. Ok, bon, c'est super. Donc, la plupart, je m'en doutais, c'est par rapport à la famille. Et c'est pour ça aussi que je faisais ce webinaire parce qu'en fait, le papillomavirus, vous allez voir, c'est une pathologie quand même qui est assez en pleine expansion en France, dans d'autres pays, et on est en retard, notamment sur la vaccination. Donc, c'est important de savoir ce que c'est que le papillomavirus, et vous allez voir qu'on va avoir quand même des choses qu'on pense savoir, et finalement, on est complètement à la ramasse. Donc, c'était vraiment le but aujourd'hui de faire ce webinaire. Alors, je vais partager mon écran. Hop.
que vous puissiez voir ma présentation. Ça sera plus simple. Tac. Voilà. Donc, tac. Hop, hop. Normalement, vous devez voir mon écran. Si vous ne voyez pas, vous m'envoyez un petit message dans le chat, mais normalement, tout fonctionne. Alors, je vous rappelle, oui, effectivement, donc, bien fermer la caméra et le son, tout simplement parce que voilà, sinon vous êtes enregistré en direct. Et puis, bon, pour les RGPD et la CNIL, c'est pas top. Donc, autant le faire comme ça. Donc, on va voir un petit peu les chiffres. Je ne vais pas vous saouler avec des chiffres voilà, extraordinaires, mais vous donner un petit peu la circonstance en France de ce qui se passe. Vous redonner aussi quelques définitions, et notamment sur l'HPV. Vous expliquer la méconnaissance de cette pathologie, parce que je pense en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et c'est bien dommage parce que des fois, on pourrait se passer à côté de certaines choses. Donc, voilà. Et après, je vous ferai certaines propositions pour, comment dire, alors, je fais juste là, proposition d'huile essentielle qui, normalement, pour celles qui ont fait la formation avec moi, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous connaissez le papillomavirus et est-ce que vous connaissez cette pathologie? Normalement, quand je fais les masterclass, je fais un quiz. Là, on va vraiment être entre nous et je vais faire comme si vous ne connaissiez pas finalement ce petit papillomavirus. Alors, on dit petit papillomavirus, mais grande classe puisque en fait, ce papillomavirus, donc c'est un virus, il fait partie des papillomes humains et vous en avez beaucoup qui peuvent infecter la peau et la muqueuse. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez des grains de beauté un petit peu en relief sur le bras, au niveau de l'aisselle, etc. Et ceux qui sont en relief comme ça, ce sont des papillomavirus humains, mais qui ne sont pas pathogènes, comme celui qu'on va avoir pour le vaccin du HPV. Donc, pas de panique, tous ne sont pas cancéreux, d'accord? Donc, ceux que je vais citer lors de ce webinaire seront cancéreux, et encore en fonction de certains critères. Mais tous les papillomavirus ne sont pas cancérigènes. Moi, par exemple, quand j'étais toute petite, j'ai eu un petit papilloma au niveau de l'aisselle que j'ai fait enlever par le dermato et ce n'était pas un papilloma qui était cancéreux, d'accord? Donc, soyez aussi, prenez du recul aussi quand on parle de papillome, d'accord? C'est pas forcément un papillome qui va être cancérigène. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les papillomas qui vont être responsables de cancer, généralement, ils vont être sur les voies génitales féminins ou masculins. Donc ça, je verrai aussi un petit peu plus en détail là-dessus parce que je pense que ça aussi, c'est important de vous montrer certaines choses très concrètes. Alors, comment le papilloma va arriver? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il va y avoir contact virus avec la peau. Il faut que la peau soit légèrement endommagée ou qu'il y a une baisse d'immunité. Bon. Au premier stade, le virus se développe, il y a des anomalies cellulaires, mais elles sont toutes petites, elles sont modérées. Des fois même, l'organisme lui-même, notre organisme, va pouvoir l'évacuer. Néanmoins, des fois, par rapport à certaines problématiques, d'immunité ou autre chose, où on va être affaibli, eh bien, on peut avoir des lésions précancéreuses. Donc, ces lésions précancéreuses, c'est là, nous, on va pouvoir aussi faire le diagnostic au niveau gynécologique. Donc, je reviendrai aussi sur le dépistage et sur le frottis pour vous donner aussi quelques clés par rapport à ça. Donc là, les lésions précancéreuses, on peut les enlever et on peut éviter le cancer. Donc, il y a vraiment aussi un diagnostic et une prévoyance sur le long terme pour éviter que ça donne un cancer et que ça soit invasif au niveau de la sphère génitale. Donc ça, c'est important que vous connaissiez ça pour voir en fait que le dépistage est quand même nécessaire parce qu'on peut éviter clairement des cancers. Donc là, il faudra à ce niveau, au niveau des lésions précancéreuses, là, on peut faire le frottis. Donc, je vous redonnerai les cas concrets pour les frottis comme on fait justement chez la femme. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer la pathologie. Donc, deux choses à retenir. Un, tous les papillomas ne sont pas cancérigènes. Et deux, l'HPV qui entraîne des cancers au niveau du col de l'utérus notamment, il n'y en a que certains et vraiment
il va y en avoir que 10% qui vont arriver à des lésions précancéreuses. Voilà, donc ça, c'est deux choses qu'il faut retenir. Au niveau des chiffres, donc les chiffres, en fait, souvent, on parle de col de l'utérus ou cancer du col de l'utérus, mais il existe d'autres cancers reliés à ce papillomavirus. Donc, il y a 90% des cancers de l'anus qui sont responsables, qui ont été porteurs en fait de ce HPV. On a 34% de cancers oropharynx qui sont reliés aussi à ce HPV. 26% au niveau du pénis. Alors là, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais étudiante en pharmacie, eh bien, j'avais une collègue de travail et elle avait un frère. Et son frère, en fait, il a eu une petite apparition, justement, on verra, d'un papillome qui n'a pas dit à ses parents. Donc, il a laissé proliférer, et malheureusement, son frère est décédé de ce papillomavirus. Donc, s'il avait eu, en fait, les éléments clés pour s'auto-dépister lui-même, même à 17-18 ans, il aurait pu se faire enlever ces petites lésions et éviter ce cancer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut rapidement faire des choses si on est vraiment, on va vraiment faire attention au niveau génital et que ce soit l'homme et la femme. Parce que aussi, ce qui est important, c'est que, on a l'impression que c'est que les femmes. Ben non, les hommes aussi sont responsables. Donc, pensez bien que l'HPV, ce n'est pas que le col de l'utérus, c'est le cancer de l'anus, le cancer oropharyngé et le pénis. Pour petite info, il y a aussi l'acteur Michael Douglas qui a été victime d'un cancer oropharyngé. Alors, si vous regardez les people, vous saurez de quoi je parle. Mais voilà, il a eu un cancer oropharyngé et c'est relié justement à des pratiques sexuelles oropharyngées. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai que nous, dans notre jargon, tout le temps qu'on entend parler, c'est le cancer du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus. Et on oublie en fait ces formes-là de cancer. Et donc ça, c'est important quand même d'avoir en tête ça. Donc là, en fait, la plupart d'entre vous, vous des conseils pour votre famille. Et bien déjà, ça, c'est une première chose à remarquer. C'est pas qu'il n'y a pas que le cancer du col de l'utérus. Il y en a d'autres et d'autres aussi qui sont très virulents. Donc, il faut savoir bien les identifier. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le papillomavirus, il y a notamment certains qui sont pathogènes. Et je vous ai cité ceux qui étaient les principaux pathogènes, c'est les HPV 16 et l'HPV 18. Il y en a d'autres, mais j'ai voulu faire simple pour ce soir. Donc, quand on va faire un vaccin, par exemple, on va entraîner les anticorps via ces virus-là, donc notamment HPV 16 et HPV 18. Mais il n'y a pas que cela, il y en a aussi 9, mais HPV 16 et 18, ce sont les plus virulents. Donc là, il y a une chose qui est importante, nous, en aromathérapie, c'est que déjà, on sait que ce sont des virus. Donc, par rapport à l'aroma, on va plutôt travailler, bien évidemment, les huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales. D'accord? Donc ça, c'est pour mes stagiaires qui sont en train de travailler. Au moins, vous savez déjà sur quoi on va partir. Alors après, ce qui serait bien là, c'est dans le chat, c'est que vous me disiez, selon vous, combien de personnes rencontreront au moins ce virus dans leur vie? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez que c'est 50%, 80%, 100%? Quels sont, à votre avis, les cas où on va être vraiment en contact avec ça? Donc là, je vois tout, 75%, etc. Il y en a qui sont déjà bien renseignés. Donc, effectivement, on est plus sur les 70-80%. Bon, dernièrement, on en a discuté avec d'autres professionnels. On serait presque même à 100%, en fait. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment avoir une zone vraiment de diagnostic, de dépistage et éventuellement de vaccination pour ceux qui le souhaitent. Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour nos jeunes qui vont se faire vacciner, moi, j'ai ma petite fille de 10 ans. Donc l'année prochaine, voilà, elle rentre dans l'âge pour se faire vacciner. On sait clairement qu'elle sera en contact avec ce virus. Et donc, c'est le seul vaccin aujourd'hui qui agit sur un cancer.
Donc, moi, je ferai le choix de faire vacciner mon enfant parce que je sais qu'aujourd'hui, elle sera forcément en contact à un moment donné avec ce type de virus. Donc là, c'est vraiment, on ne peut pas forcément jouer à la roulette russe parce que, voilà, sur la sexualité active, c'est la listée la plus fréquente. Et ça, je suis pas sûre que tout le monde le sache. Voilà. Donc ça aussi, c'est à la suite de ce webinaire, bien évidemment, c'est de parler aussi autour de vous. Parce que les gens ne savent pas forcément que c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Pour vous donner un exemple, donc là, je travaille avec un organisme de formation et on nous a demandé de former des pharmacies qui appartiennent à un groupement de pharmaciens. Donc, on a eu 50 pharmacies. Et je suis allée en Vendée. Donc là, il y avait une trentaine de pharmaciens, aussi des préparateurs en pharmacie. Et en fait, dans l'assemblée, ils étaient tous unanimes. En fait, il y avait une recrudescence d'HPV, mais vraiment de manière très importante et qui touchait les jeunes filles et les jeunes hommes. Donc là, il y a vraiment une urgence. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Donc justement, à la fin de ce webinaire, pour ceux qui s'intéressent, et notamment les pharmaciens, je vous ai aussi donné des outils pour l'argumentaire de la vaccination et pour l'infection au papillomavirus. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous les enverrai avec grand plaisir. Alors, on a vu qu'on parlait d'abord du cancer de l'utérus, bien évidemment, mais on va voir qu'il y a d'autres aussi cancers. Donc, le cancer de l'utérus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus fréquent des cancers au niveau du papillomavirus. Ça, c'est clair, on entend plein de manière très systématique. On entend parler. C'est quand même le 12e cancer de la femme en France, d'accord? Mais surtout, et ça, je veux insister là-dessus, c'est que l'âge moyen du diagnostic des femmes françaises, c'est 50 ans. Et ça, c'est pas normal. Parce que si vous faites vos frottis régulièrement, eh bien, normalement, on doit prévenir l'apparition de cancer. D'accord? Donc là aussi, c'est un phénomène pour vous rassurer. D'accord? Vous verrez qu'il y a des moyens aussi, si vous n'êtes pas trop fan du gynécologue ou de la sage-femme, vous verrez qu'il y a des principes que vous pouvez faire vous-même. Donc là, il y a quand même des choses à apporter en tant que pharmacien, en tant que professionnel de santé, mais vous, en tant que personne, en se disant, voilà, oui, 50 ans, voilà, c'est l'âge moyen du diagnostic. Donc, il y a des moyens aussi pour prévenir ça, donc autant les utiliser, même si des fois, on n'est pas enclin à faire un frottis gynécologique, hein, c'est pas forcément très agréable. Mais au moins, on sait que s'il y a des lésions précancéreuses, on peut faire quelque chose et éviter le cancer. C'est quand même super. Donc, il faut bien faire attention quand même, c'est que il peut y avoir d'autres cancers. Donc, je vous ai parlé du cancer de la gorge. Et oui, évidemment, parce que en fait, vous allez voir que sur la peau, il peut y avoir des petites lésions. Et ces petites lésions, lors de jeux sexuels, peuvent se retrouver au niveau de l'anus, mais aussi au niveau oropharyngé. Donc ça aussi, c'est quelque chose de non dit, hein, qui n'est pas du tout connu. Il faut savoir que ça va toucher plutôt l'homme, qui est tabagique, alcoolique, alors entre guillemets, hein, et que ça va entraîner 1300 cas nouveaux chez l'homme et 400 nouveaux cas chez la femme. D'accord? Donc, autant le cancer du col de l'utérus, c'est plus la femme. Le cancer de la bouche et de la gorge, ça sera plus l'homme. D'accord? Et donc là, pareil, il faut avoir en tête de voir s'il y a quelque chose d'anormal dans notre bouche, une petite verrue qui apparaît, une lésion qui arrive pas forcément à bien se cicatriser, que c'est anormal, eh bien, il faut tout de suite consulter parce que ça peut être des lésions précancéreuses et on peut faire vraiment quelque chose de spécifique. Ce que je dis aussi aux pharmaciens d'officine quand je fais les formations, c'est qu'un mal de gorge ou une irritation de la voix qui dure plus de 3 semaines, c'est anormal. Voilà. Donc, s'il y a une modification de voix par rapport au larynx, eh bien, il faut aller consulter. Il ne faut pas prendre des pastilles pour la gorge ou des plantes pour l'enrouement. Non, 3 semaines, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il faut creuser. Alors, bien évidemment, c'est pas forcément un cancer de la gorge, hein. Ça peut être un reflux gastro-œsophagien, ça peut être d'autres choses. Mais pensez aussi, voilà, 3 semaines, j'ai la voix un peu enrouée, ça ne veut pas guérir, il faut aller voir son ORL pour consulter. D'accord? Donc vraiment,
pensez bien, col de l'utérus pour la femme, cancer de la bouche et de la gorge, c'est plus indication de l'homme, mais ça peut aussi, comment dire, toucher les femmes. Alors, est-ce qu'il y a des idées reçues sur l'HPV? Je pense que oui, il y en a pas mal. Et je vous ai posé quelques questions. Donc, selon vous, les papillomas humains se transmettent-ils facilement? Est-ce qu'un seul contact intime peut permettre de transmettre le virus? Et est-ce que le préservatif est le seul moyen efficace à 100% de protéger ce virus? Donc là, je vous invite dans le chat à donner votre avis sur ces 3 questions. Parce que, voilà, là, c'est aussi des choses qui peuvent, on peut avoir des idées préconçues par rapport à ça. Et justement, mon rôle aujourd'hui, c'est justement de vous accompagner et de vous donner toutes les directives par rapport à la contamination du papillomavirus. Alors, est-ce qu'on a des bonnes réponses? Donc, le papillomavirus se transmet-il facilement? Oui, c'est un papillome qui se transmet très facilement au contact direct de la peau. D'accord? Il peut ne pas y avoir de rapport sexuel. D'accord? Ça peut être des jeux intimes spécifiques. Donc, un seul contact intime peut transmettre le virus. Et ce qui est important de savoir, c'est que le préservatif n'est pas un moyen de contraception efficace à 100%. En fait, il va protéger il va protéger la pathologie de 65%. Donc, il reste 35%, tout simplement parce que vous avez des lésions qui sont externes et qui peuvent être en contact du partenaire. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est hyper important aussi parce que, on pense préservatif, prévention des IST. Donc, on se dit qu'on est protégé et pas forcément. D'accord? Donc, là aussi, quand on sait que c'est un cancer qui ne peut pas être protégé à 100% du préservatif, eh bien, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Donc, soit il y a bien sûr la vaccination, soit il va y avoir des frottis et puis vraiment avoir cette notion de perception s'il y a quelque chose qui se passe, type une petite verrue qui se développe. Donc, c'est une maladie, en fait, qui est compliquée à comprendre en soi parce qu'elle est silencieuse, cette maladie. Donc, on n'a pas forcément de symptômes directs. Bon, là, je vous ai mis vraiment des symptômes, mais il ne faut pas en faire une généralité. Donc, les symptômes, ça va être des mini-signements irréguliers entre les règles ou après la ménopause. Bon, on va devenir un peu psychopathe parce que des mini-signements irréguliers entre les règles, ça nous arrive fréquemment chez les femmes, surtout à l'âge de la puberté, après une grossesse, quand on pose un stérilet. Donc voilà, faut pas prendre ça pour argent comptant parce que sinon vous allez devenir complètement hypocondriaque. Les saignements après rapport, là aussi, ça peut être prédictif, mais c'est pas une généralité. Et après aussi, on dit qu'il peut y avoir des pertes vaginales, mais les pertes vaginales, ça peut être autre chose. Ça peut être une vaginose, ça peut être des mycoses. Donc voilà. Le mieux, c'est d'éviter ces symptômes-là et de se faire contrôler de manière régulière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les principes de précaution à faire. Autre chose, et ça aussi c'est important, et ça je vous conseille aussi de le dire à vos enfants. Alors ça va être un peu compliqué, parce que l'adolescence, la sexualité, c'est un peu compliqué à aborder. Néanmoins, n'hésitez pas à laisser des petites brochures à vos enfants. Oui, peut-être qu'ils les liront pas, ou peut-être qu'ils iront jeter un œil. Et notamment justement sur ces petites verrues externes qu'on peut rapidement dépister et qu'on peut enlever aussi facilement. D'accord? Donc là, je vous ai mis des petites lésions qu'on appelle des condylomes. Donc les condylomes, en fait, ce sont des verrues spécifiques des papillomavirus. Alors là aussi, pas de panique. Il n'y a pas que des papillomavirus condylomes qui sont cancéreux, d'accord? Mais s'il y en a qui apparaissent au niveau de l'anus, au niveau des parties génitales, au niveau de tout ce qui est univers anal et génital, ces lésions-là, on peut les enlever très facilement. Donc là, il faut vraiment faire aussi de la bonne éducation. Bon, je sais que pour les adolescents, ça sera pas évident, déjà qu'ils ont les hormones en ébullition.
Mais c'est intéressant de leur montrer ça. En gros, je pense que la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas conscience de ces petites verrues. Et donc, ça, clairement, hein, ça peut être pathogène aussi et ça peut contaminer le ou la partenaire. Donc, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Ensuite, ce qui est important, c'est les dépistages. Donc, je vous en ai déjà parlé. Mais je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est important et que je pense que quand on n'est pas professionnel de santé, on ne connaît pas. C'est qu'il existe aujourd'hui des frottis qu'on peut réaliser en auto-prélèvement. Donc, si on n'est pas à l'aise avec le gynéco, si on n'est pas à l'aise avec son corps, si on n'est pas à l'aise avec sa sage-femme, eh bien, vous pouvez vous en procurer. Et donc, ça, c'est bien parce que après, vous l'amenez au laboratoire de prélèvement et ça va être analysé. Deuxième chose qui est important aussi, c'est de savoir que les prélèvements ou les frottis vaginaux, eh bien, on doit les faire à partir de 25 ans. Donc ça aussi, c'est important parce que 25 ans, c'est l'âge où on commence aussi à se stabiliser, dans la vie de tous les jours. On a un conjoint peut-être, on a peut-être envie de se marier, on a peut-être envie d'avoir des enfants. Donc à 25 ans, normalement, on doit commencer les frottis. D'accord? Après, c'est analysé en laboratoire. Alors ça, c'est en fonction de l'âge après. Mais si vous n'avez pas de résultats positifs, après, ça va s'espacer au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, c'est un moyen de prévenir toutes les lésions précancéreuses et de faire quelque chose rapidement. Donc là, quand je vous ai parlé de la Vendée, là où il y avait beaucoup de cas, heureusement, il y avait beaucoup de dépistages qui étaient faits. Et donc, ils ont pu éradiquer les lésions précancéreuses. Donc ça, c'est chouette aussi. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, ok, c'est une pathologie qui peut donner des cancers, ça c'est sûr. Mais on a des moyens quand même de limiter en fait la propagation du virus et que ça devienne vraiment un cancer invasif. Voilà. Est-ce que pour le moment, ça va? Vous avez des questions? N'hésitez pas hein, si vous voulez me les mettre dans le chat. Donc là, en fait, moi, mon but, c'était vraiment de vous ouvrir l'esprit par rapport à cette pathologie, surtout de vous expliquer aussi qu'il y avait des moyens pour la prévenir et de la diagnostiquer rapidement. Et donc après, eh bien, on va voir la partie plutôt huile essentielle, mais je vais quand même, mettre des guillemets par rapport à ça. Parce que les huiles essentielles, voilà, on va être sur contact intime et vous savez très bien que les huiles essentielles, à ce niveau-là, doivent être très contrôlées. D'accord? On ne peut pas mettre n'importe quoi parce que les huiles essentielles, elles peuvent être dermocaustiques, irritantes, etc. Donc, je ne vais pas vous donner des formules d'huile essentielle par rapport à ça et vous allez comprendre pourquoi, mais je vais vous donner des pistes. Voilà. Et si après vous êtes intéressé par rapport à des synergies, et bien après, vous pourrez m'envoyer un mail et je vous enverrai les formules. D'accord? Mais c'est plus des formules qui sont réservées aux pharmaciens d'officine. Alors, quel type d'huile essentielle on va pouvoir utiliser? Alors, mes stagiaires qui sont en formation ou en cours de formation, normalement, vous devez savoir. Là, on est sur un virus et on a un côté pathogène, bien évidemment. Donc, pour vous rappeler la différence entre virus et bactérie, la bactérie, en fait, est beaucoup plus grosse, beaucoup plus résistante parce qu'elle a une double paroi. Le virus, lui, il a besoin de rentrer dans une cellule pour se multiplier, donc il est plus fragile. Donc, ça, c'est la différence virus-bactérie. Donc, ici, sur les huiles essentielles, on va partir notamment sur des huiles essentielles qui vont avoir des propriétés antivirales, mais aussi des propriétés immunostimulantes. Alors clairement, si on va le côté anti-infectieux, on va parler bien évidemment des phénols. Bon, là, ça peut être utilisé, mais ça sera peut-être pas la première intention. On pourra utiliser aussi des alcools. Donc là aussi, on a certaines spécificités d'huile essentielle. Mais aussi en immunité, on a la classe des oxydes, donc hétéroxydes, et notamment avec le 1,8-thinol, qui, je vous rappelle, s'appelle aussi, pour son petit nom, l'eucalyptol.
Donc, on pourra utiliser ce type d'huile essentielle plutôt pour stimuler l'immunité. D'accord? Ensuite, sur les lésions, il faudra faire vraiment très attention. Et là, je vous conseille, si c'est au niveau personnel, de demander le conseil de votre pharmacien d'officine parce que lui peut vous faire une formulation toute prête avec les huiles essentielles qui sont reliées au côté antiviral. Donc, qu'on pourrait proposer, donc les molécules aromatiques particulièrement antivirales, ça serait le 1,8-cinéole. Donc, vous avez le 1,8-cinéole en différentes huiles essentielles, le niaouli, le ravinsara. Je vais vous en donner aussi une autre liste de spécificités. Et aussi, dans certains cas, on pourrait utiliser les bazookas. Mais les bazookas, c'est les phénols, et les phénols sont hyper dermocaustiques. Donc, on évitera sous contrôle médical. Donc là, il faut vraiment, que ce soit un contrôle médical pour utiliser les phénols. Donc, quelques listes d'huiles essentielles qui en contiennent. Donc, vous avez l'eucalyptus missi, globuleux, radiata, ravinsara, niaouli, cajeput, marjolaine sylvestre, romarin acénéole, sarro, laurier noble, myrte rouge. Donc, en gros, là, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce sont des huiles essentielles qui sont immunostimulantes. Par contre, ne vous amusez pas à utiliser ça en gynécologie comme ça. Premièrement, parce qu'il faut avoir un contrôle d'un médecin, donc il faut vérifier les lésions précancéreuses, leur évolution. Ensuite, ce qui est important, c'est que on peut pas les utiliser comme ça en préventif parce que on a une sexualité débridée. Hein. Ça ne marchera pas. Là, bien évidemment, faut quand même se protéger avec le préservatif. Donc, faites attention et surtout évitez aussi de regarder un peu ce qu'on retrouve sur Internet, notamment sur les influenceuses d'Instagram, certaines qui ont des laboratoires peu scrupuleux qui vous proposent des solutions miracles et qui vous disent de faire vos propres ovules. Ça, c'est hyper dangereux. On est sur le côté intime, on est sur des muqueuses, vous risqueriez de vous brûler, d'accord? Donc là, dans ces cas-là, il faut faire, travailler votre pharmacien ou votre médecin qui peut vous prescrire une formule galénique d'ovule, notamment chez la femme. Après, vous pouvez utiliser avec le gynécologue ou un autre médecin des huiles essentielles diluées très fortement, d'ailleurs diluées dans une huile végétale. Ne vous amusez vraiment pas à utiliser des huiles essentielles pures à ce niveau-là. Vous le regretteriez amèrement. D'accord? Donc voilà. Donc là, je vous ai donné une liste d'huiles essentielles qui avaient beaucoup d'1,8-cinéole. Ça, c'est plus utilisé en perfusion aromatique sur vos poignets, si vous voulez, de manière récurrente. Vous pouvez faire 10 jours sur un mois au niveau des cures, pour notamment en immunostimulation. Si vous êtes fatigué, voilà, ça peut aider. Mais ça ne sera pas utilisé vraiment directement au niveau gynécologique comme ça. Il faut vraiment que vous vous assuriez du bon dosage. Donc là, on n'a pas le choix. Je suis désolée mes stagiaires en aroma, mais vous savez, je suis hyper sécuritaire et dans ces cas-là, eh bien là, on n'est pas là pour faire du diagnostic. Donc là, c'est le rôle clairement du médecin. Alors, je vous ai mis quand même une petite étude qui m'a paru intéressante. Donc là, c'est sur notamment les lésions induites virus du papillome humain. Donc, dans ce cas-là, ils avaient utilisé le thym vulgaire, athymol, pour éliminer les lésions induites du papillomavirus. Mais là aussi, c'était sous contrôle médical. Donc, bien faire attention à ça. Donc là, pour les pharmaciens, n'hésitez pas à aller voir cette étude, ça vous permettra d'avoir quelques infos à ce niveau-là. Donc, pour conclure de tout ça, aujourd'hui, on sait que le cancer papillomavirus, c'est un virus qui peut être utilisé par certaines huiles essentielles. Et donc, la forme galénique, notamment pour les lésions précancéreuses sur le col de l'utérus, ça sera l'ovule. L'ovule, c'est une forme galénique qui est réservée aux pharmaciens d'officine dans son préparatoire, avec des bonnes pratiques de fabrication. On ne fait pas comme ça un ovule, non, ça marche pas comme ça.
Donc, en général, soit vous mettez en lien avec votre médecin, avec une délivrance qui sera faite après par le pharmacien. Si le pharmacien n'a pas de préparatoire, il peut le déléguer et vous pouvez recevoir vos ovules un petit peu plus tard. Voilà. Aujourd'hui, on est un petit peu dans une impasse par rapport à ces huiles essentielles. Néanmoins, j'ai eu la chance, il y a quelques jours, d'avoir Madame Quick-Marinier en formation. Et justement, elle a parlé du papillomavirus. Et donc, elle a parlé d'une certaine huile essentielle et notamment d'une formule pour ovules qui était très utilisée par les gynécos et qui avait de très, très bons résultats. Alors, comme ce replay, comme le replay sera à destination aussi du grand public, je ne donne pas la formule parce que sinon, voilà, tout le monde va vouloir faire cette formule. Et on est quand même sur une formule avec des huiles essentielles à base de cétone. Donc, je vous rappelle, les cétones, c'est neurotoxique et c'est abortif. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, si vous voulez cette formule, vous pouvez contacter Madame Quick-Marinier. Sinon, vous pouvez aussi me contacter, à me la gracieusement donner. Et je rebondis aussi sur autre chose, c'est que aujourd'hui, pour valider ces protocoles pharmaceutiques et médicaux, eh bien, il faut qu'on soit nombreux à pouvoir valider cette étude avec cette synergie. Et donc, pour ça, eh bien, si vous êtes professionnel de santé, pour ceux qui viennent aujourd'hui et qui découvrent les webinaires Ad-Hoc Pharma, eh bien, c'est qu'il y a une association française qui s'appelle l'Association française d'aromathérapie clinique, où vous pouvez adhérer en tant que professionnel de santé et spécialiste de l'aromathérapie. Et ce qui serait super, en fait, c'est qu'on mette en place une étude par rapport à cette synergie très efficace au niveau du papillomavirus, parce que sans étude, on ne pourra pas aller très, très loin. Donc ça aussi, c'est important, qu'on puisse le mettre en place rapidement. Donc là, vous pouvez y aller, c'est la FAC, AFAC, Aroma. Et donc, vous pouvez faire une demande d'inscription et comme ça, on pourra aussi mettre en place des protocoles, donc en milieu médical, en milieu clinique et aussi en médecine de vie. Voilà. Donc, si vous avez besoin de cette synergie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, c'est mariemaury@maformationscientifique.com. Et après, je bascule sur le côté pharma. Désolée, je suis pharmacienne, j'aide mes confrères. Il existe aussi, alors c'est plus pour la vaccination, des argumentaires, notamment pour promouvoir la vaccination, pour valoriser son effet. Il faut savoir qu'en Australie, il y a plus de 80% des jeunes qui sont vaccinés et on est presque à une éradication totale du cancer papillomavirus. Donc, pour vous dire quand même que la vaccination, ça peut être très, très, très efficace. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, j'étais simple. On est lundi soir, on commence la semaine. Donc, j'étais un petit peu présomptueuse en disant qu'on finirait à 22h. Donc, je savais très bien qu'on finirait beaucoup plus tôt. Mais comme je vous l'ai dit, c'était un webinaire et c'était pas une masterclass. Donc là, le but, c'était vraiment de vous initier à cette pathologie, vous dire que il y a des possibilités d'éradiquer ce virus, soit en faisant des frottis, soit en faisant la vaccination, soit en travaillant certaines conditions d'hygiène. Donc, à vous de me poser vos questions si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, s'il y a des problématiques par rapport à vos enfants, comment aborder les choses. Voilà, vous pouvez dans le chat me poser vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, sinon, on se dit à la prochaine fois. Donc, j'attends vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, alors, sinon, j'ai été hyper claire. Vous n'avez pas de questions. Non, vous n'avez pas de questions alors. C'est génial ça. Ok, bon. Alors, Julie, tu me dis, j'avais entendu parler de l'eucalyptus krypton à krypton pour le HPV. Alors, qu'en est-il? C'est une huile essentielle, effectivement, qui est vraiment spécifique à ça. Mais normalement, tu es en formation. Tu vois, krypton, c'est une cétone. Donc, les études, en fait, sont en cours. Donc, mais c'est une huile essentielle qui a été retenue dans le protocole pour le HPV. Voilà. Donc, tu as été bien informé.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, mon fils a 13 ans, mon médecin de famille n'a pas voulu le vacciner car pour lui, avant de vacciner les garçons, il faut le rendre obligatoire pour les filles. Oh, bah ça, c'est un petit peu misogyne. Alors, autant les hommes que les filles peuvent avoir le papillomavirus, Déborah. Donc après, c'est à toi de voir en fonction de ton garçon. Bon, après, on n'est pas là pour juger le médecin. Le médecin, voilà, il a son avis, on le respecte. Après, toi, il faut que tu fasses ton choix en tant que maman. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, à 13 ans, ton fils, je crois qu'il peut avoir que 2 injections. Donc, c'est plutôt pas mal parce que les injections, elles sont pas top, hein, elles font un peu mal. Et voilà, se rendre obligatoire pour les filles, non, il va pas être rendu obligatoire pour les filles, hein, ça c'est pas possible. Et c'est surtout que bah voilà, l'homme peut rendre la contagion aussi importante. Et ce qui se passe aussi, c'est là il voit fils, fille, mais il peut y avoir aussi des relations homosexuelles. Et donc là, on a les problématiques de garçon-garçon, d'accord? C'est pour ça que la vaccination pour le papillomavirus, elle est jusqu'à 26 ans chez les hommes, enfin chez les jeunes hommes, au niveau de cette vaccination. Alors, les effets secondaires, il n'y a pas forcément de spécificité au niveau des effets secondaires. C'est ce que je peux te dire déjà, c'est que au niveau des effets secondaires, on est assez classique. Néanmoins, il a été ramené que l'injection du produit, c'est pas la piqûre, c'est l'injection peut être un peu plus douloureuse et donc ça pouvait entraîner des malaises. Voilà. Donc là, en fait, c'est aussi le rôle du vaccinateur de prendre en compte la douleur et de tout prendre en compte pour que ça se passe le mieux possible. Peut-être faire une diffusion de la forme fine de mandarine douce dans le cabinet pour détendre aussi, parce que c'est ça aussi qui va entraîner plus d'effets secondaires. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui est marqué. Après, tu auras les effets secondaires classiques d'une vaccination, donc un peu douleur au bras, gonflement au niveau point d'injection, un petit peu de fièvre, mais pour le moment, en termes de retour par rapport aux vaccinations que l'on a, c'est ce qui a été mis, enfin c'est ce qu'on a vu. Donc il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de cas de pharmacovigilance et d'effets secondaires par rapport au vaccin. Ah, ça y est, vous vous lâchez là. Il y a les questions. On peut vacciner plus tard ou il y a un âge limite. Alors, pour la vaccination, en fait, au niveau du résumé caractéristique du produit et du remboursement, il y a un âge limite. D'accord? Pour les jeunes filles, c'est jusqu'à 19 ans. Pour les garçons, c'est jusqu'à 26 ans parce qu'on n'est pas censé savoir s'ils ont une relation homme-homme ou homme-femme. Donc, clairement, en pharmacie, par exemple, on peut vacciner un jeune garçon jusqu'à 26 ans. OK? Pour la prise en charge. Après, ça peut être du cas par cas parce que maintenant, en fait, en fonction du médecin, par exemple, une jeune femme de 20-21 ans, elle peut quand même se faire vacciner. Seulement, elle n'aura plus la prise en charge de la vaccination. Et je crois que le vaccin, une dose, ça coûte 100 €. Donc, c'est quand même un budget et qu'à partir à cet âge-là, après 19 ans, de toute façon, ça sera 3 injections. Donc, c'est un budget de plus de 300 €. Après, c'est 300 € pour sauver des vies. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça. Et les lésions, oui, Valérie, c'est plus dans le cas de lésions précancéreuses. C'est pour ça qu'il faut faire le dépistage très rapidement. Parce que sur les lésions précancéreuses, voilà, on peut vraiment les éradiquer. On a de très, très bons retours. Donc là, par exemple, pour la partie Vendée, il y avait pas mal de lésions précancéreuses, mais qu'on a pu prendre en charge rapidement. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est important. Alors, combien de doses sont nécessaires, Aurélie? Ça dépend de l'âge de ton enfant. Je crois que de 11 à 13 ans, il n'y a que 2 injections. Et au bout de 3, à partir de 13 ans révolus, je crois que c'est 3 injections. Voilà. Donc là aussi, idéalement, c'est de le faire le plus tôt possible parce qu'on n'aura que 2 injections. Après, en fonction, moi, c'est ce que je dis quand vous avez les personnes et qu'il faut discuter avec elles. Eh bien, des fois, vaut mieux en parler
une fois et comme ça, au moins, ça fait maturer dans l'esprit. Et puis, c'est pas grave si c'est à 14, 15 ans, c'est pas grave. Faut pas se mettre la pression, surtout avec des jeunes. Donc, ça, il faut vraiment, faut pas se mettre la pression, faut laisser le temps, faut en parler avec les enfants. Faut pas, lui dire, tiens, je vais te faire vacciner, c'est bon, c'est comme ça. Non, faut vraiment discuter, faut apporter un dialogue avec vos enfants. Et les intervalles d'injection, c'est à 1, 3 et 6 mois. Voilà. Alors, Valérie, tu me dis, est-ce que les ovules font partie des traitements facilement accessibles en pharmacie? Est-ce que c'est quelque chose de connu par les médecins et les pharmaciens? C'est ce que je te disais, Valérie, aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre des études en place. Et tant qu'on n'a pas trop d'études cliniques, c'est un petit peu, c'est un peu dans l'ombre en fait. Il y a certains gynécologues qui pratiquent des ovules et après qui permettent de la prescription en pharmacie, mais pas tous. Donc là, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, le pharmacien sur prescription médicale peut faire des ovules, puisque en fait, la prescription médicale, ça valide un diagnostic. D'accord ? Toi, si tu demandes des ovules pour ça, là, le pharmacien, il va te dire, est-ce que vous avez fait un frottis, est-ce que vous avez fait une consultation? On ne peut pas l'avoir comme ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, c'est important que voilà, peut-être à chaud comme ça, vous dites, ah oui, c'est bon, j'ai pas de questions, et puis après, ça va revenir dans le temps. Sachez que ce webinaire, ça sera mis sur la plateforme maformationaromathérapie.fr. Et donc, vous pourrez aussi me poser vos questions en différé si vraiment vous avez besoin. Donc, je reste joignable même après le webinaire. Si voilà, s'il y a dit, tiens, ça, j'ai oublié de lui poser comme question, ça m'intéressait. Ben oui, le but, Aurélie, voilà, je lis, c'est bien d'avoir parlé parce que je me serais pas posé cette question pour mon fils de 3 ans. C'était vraiment le but, en fait, ce webinaire. C'était de vous donner toutes les clés pour faire votre choix. Et si vous avez besoin, mes stagiaires qui sont sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à revenir vers moi, on en discutera aussi. Mais au moins, vous aurez les avantages, les inconvénients et vous pourrez faire votre choix sereinement. D'accord? Et au niveau de la vaccination, vous pouvez faire vacciner au niveau des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. Maintenant, vous avez de quoi. Clairement, par contre, c'est vraiment essayer de détendre au maximum l'adolescent pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Et qu'on n'ait pas ce genre de malaise. Je vais vous dire tout de suite, mon filleul a fait un malaise. Et pourtant, voilà, c'est quand même, c'est pas quelqu'un de chochotte, mais voilà. Donc, il faut, par rapport à la douleur, ça peut entraîner quelques malaises et c'est ce qui a été remonté pour le moment. OK? Voilà. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Ah, les patchs Emla. Ah, je me disais, personne ne me l'a posé cette question. Alors, les patchs Emla, nous, on dit que ça anesthésie les parents. Et c'est surtout aussi que les patchs Emla n'aura pas une grande efficacité parce que c'est le produit qu'on injecte qui fait mal, c'est pas la piqûre. Donc l'Emla, en fait, ça va être juste en superficie. Voilà. Donc voilà. Et on met pas forcément de patch Emla. Et en plus de ça, il semblerait que ça limite l'activité du vaccin. Pas forcément dans le papillomavirus, mais il y a d'autres études qui ont montré ça. Donc voilà. Donc, pour celles et ceux qui sont dans mon groupe Ad Hoc Pharma ou pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y aura un prochain webinaire sur les huiles essentielles de l'été, donc avec un partenariat et un partenariat de laboratoire. Et vous aurez une masterclass sur les TDAH et l'aromathérapie. Donc là, on va parler d'une thématique aussi qui fait souvent débat, avec un accompagnement en olfactothérapie et avec l'aromathérapie. Voilà, donc ces deux masterclass, enfin ce masterclass et ce webinaire seront disponibles sur juillet. Donc là, je vous contacte, enfin je vous redonnerai les dates dès qu'elles seront parues. Mais si vous me suivez sur Instagram, de toute façon, vous aurez les dates. Et pour mes stagiaires, vous serez informés en temps voulu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup
pour votre présence. Bon, j'avais enfermé mes enfants, donc ça va, ils n'ont pas fait de bruit. Je peux maintenant les libérer. Passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis, profitez bien parce que je crois que le soleil arrive. Donc, c'est le moment. Sortez les vêtements d'été. Allez, je vous dis à très bientôt et vous aurez accès au replay. Merci à vous et bonne soirée.